Bienvenue dans Tuba. Je suis Géraldine Févra, consultante en stratégie et en organisation. Je t'aide à passer de sous-l'eau à CEO. Que tu sois freelance, solopreneur ou que tu veuilles le devenir, Tuba te fait plonger chaque semaine dans le monde de l'entrepreneuriat. Tous les mardis, retrouve un nouvel épisode où je pars à la rencontre d'entrepreneurs. Ici, tu trouveras des idées, des conseils, des outils pour ton business, pour t'aider à entreprendre de manière libre et pragmatique. En clair, pour faciliter ton entrepreneuriat. Bonne écoute! Aujourd'hui, je suis avec Romain. Bonjour à toi, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Cette saison, on parle d'entrepreneuriat et de parentalité et surtout de comment est-ce qu'on peut concilier les deux. Ça fait quasiment 40 épisodes qu'on voit que c'est possible de concilier les deux, donc c'est très bien. Merci d'être ici aujourd'hui et de venir nous parler de ta vie d'ostéo mental, de ninja du mindset et de papa, entre autres choses. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, bien sûr. Ces titres que tu utilises pour me présenter me font toujours sourire parce qu'en fait, c'est moi qui les donne. J'ai toujours eu du mal à rentrer dans une case ou à me définir parce que j'utilise des méthodes diverses et variées qui viennent de mon expérience. J'ai été dans le sport et je le suis toujours, mais à moindre mesure, mais j'ai été sportif pro pendant des années. Donc, j'ai utilisé des techniques que j'ai apprises là-dedans, puis après formé en PNL, en hypnose, en psychopathologie, etc. Donc, je me définis pas vraiment comme un coach, mais je me définis pas non plus comme un psy. De toute façon, je suis pas diplômé d'un cursus universitaire, donc j'aurais pas le droit, mais pour autant, j'utilise ces techniques. Donc, c'est à la croisée des chemins. C'est vraiment, voilà, j'utilise ça, puis des techniques de storytelling, j'utilise des techniques de séminaire. Mon objectif, c'est simplement de faire bouger les gens plutôt que de m'enfermer dans une discipline. Donc, quand on me demande ce que je fais, voilà, j'utilise toujours des analogies pour essayer un petit peu d'en dire un peu plus sur mon approche. Donc voilà, le principe d'ostéo mental, c'est pas de faire craquer les gens dans tous les coins. C'est ça. C'est de dire, voilà, il y a quelque chose qui bloque. L'objectif à la manière d'un ostéo, c'est d'aller voir sur une vision globale ce qui peut aujourd'hui t'impacter. Oui. La métaphore que j'utilise toujours, c'est d'aller pousser le plus petit domino qui va ensuite avoir des répercussions sur l'ensemble de ce que tu fais. Et obtenir une harmonie générale, quoi. Ouais, c'est ça. On est un seul et même être humain. Tu disais dans ton intro que c'est possible d'entreprendre et d'avoir un équilibre avec ses enfants, mais bien évidemment, t'es un seul et même être humain. Donc, si tu as du mal à gérer tes colères avec tes enfants, t'en auras du mal aussi avec tes équipes, avec potentiellement des prospects ou des clients qui te feraient des trucs difficiles à gérer. Bref, donc Voir avec toi. L'idée, c'est d'aller voir, ok, quelle est la racine de ce qui coince, comment la faire péter, et que tu puisses, avoir les meilleurs résultats possibles. Ça me va. J'entends faire bouger à la racine, d'aller en profondeur aussi pour obtenir cette harmonie globale. Et ça me parle beaucoup aussi, le fait que tu ne te définisses pas avec des mots habituels de coach, etc. Et d'avoir voulu trouver un petit chemin un peu de traverse pour dire, on peut dire et comprendre ce que tu fais sans forcément utiliser les mots que tout le monde, entre guillemets, utilise. En termes marketing, c'est compliqué, parce que, comme tu le sais, en marketing, il faut des choses tangibles, il faut ma méthode pour faire 10 000 € en 3 mois sans jamais... Ok. C'est ça. Sauf que dans le champ psy, dans le mindset, dans la partie psychologie, c'est beaucoup plus compliqué. Parce qu'on travaille sur l'invisible, en fait. Exactement. Comment tu peux quantifier le bonheur? Comment tu peux quantifier ton bien-être? C'est très compliqué. Donc, c'est bien, ça fait joli, ça fait rire, mais après, faut expliquer un petit peu en profondeur ce à quoi ça renvoie. Ouais, mais tu vois, si dans l'idée déjà ça pose question et que ça crée quelque part la connexion de venir comprendre ce que tu fais derrière, en soi le premier taf est déjà fait. Donc bon, en soi peut-être que en effet ça rentre pas dans tous les détails de ce que tu sais faire et de comment t'accompagnes tes clients, mais si ça crée déjà la connexion, c'est gagné. De toute façon, c'est l'idée d'un pitch, c'est de susciter la curiosité et de donner l'envie d'en savoir plus. Donc voilà. Donc restons sur le ninja du mindset. En grande fan des Tortues Ninja, j'adore, j'achète, tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer comment et pourquoi tu t'es mis à ton compte? Tu nous as dit que tu avais été sportif, mais est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le détail de quel a été ton parcours? Je vais faire récap parce que si je rentre dans les détails, je pense qu'il va te falloir plus d'un épisode. Mais toute ma vie, je me suis cherché, je suis jamais rentré dans aucune case. Dans les tout débuts de ma scolarité, j'avais d'énormes facilités et intérieurement, je me savais différent. Pour autant, j'ai fini en échec scolaire. Je suis sorti très tôt des études sans aucun diplôme. J'ai un BEP à la con, ça vaut rien du tout. Mais j'avais la soif et la faim. Et donc, j'ai toujours cherché, si tu veux, à aller 1% plus haut dans tout ce que je faisais. Et donc, professionnellement, je suis rentré en 2005 dans une imprimerie.
Très vite, je me suis accroché. J'ai montré que j'en voulais. En 6 ans, j'avais gravi tous les échelons et je gérais toute la production, les équipes, etc. Ok. Pour autant, en parallèle, j'avais fait du sport. Donc, comme je te disais, je suis sportif professionnel depuis des années. Dans les années 2000, Hum. je m'entraînais notamment avec des mecs comme les Yamakasi, ces gens-là qui ont développé le parcours en région parisienne. J'ai fait partie des précurseurs de la discipline. Et j'avais ce bagage-là. En 2005, je me suis mis au Krav Maga. J'ai développé ça. Puis pareil, toujours l'envie d'aller un peu plus haut. Et puis en 2011, ma vie manquait un peu de sens. C'est-à-dire que je gagnais bien ma vie pour le peu de diplômes et le faible, mince bagage scolaire que j'avais. Et donc la question s'est posée à un moment de me dire, mais ça me fait chier de faire ça, quoi. Je travaille des heures et des heures, je dois sacrifier mon temps perso. J'étais vraiment passionné de MMA, je m'entraînais beaucoup, mais j'étais toujours limité là-dedans. Okay. Et à côté de ça, j'avais des potes qui, eux, étaient chômeurs, ou tu vois, ils étaient plombiers. Et ils s'étaient organisés pour avoir beaucoup de temps et d'entraînement. Et je me suis dit, non, c'est ça que je veux faire, quoi. Et puis un beau jour, j'en ai eu ras-le-bol. J'ai dit à ma nana de l'époque, on était en 2011, je me souviens, j'envoie un message sur Facebook et je lui dis, chiche, on se casse, vive dans le sud. J'étais jamais descendu, moi, au sud de Grenoble. Elle m'a dit, allez, go. Et on a fini à Montpellier. Fruit du hasard. Et puis, j'ai ouvert un club de Krav Maga parce que je venais de passer une ceinture noire. De fil en aiguille, j'ai mis mes compétences, tout ce que je savais faire. Donc, je m'intéresse vraiment à tout. Donc, quand j'avais 16 ans, je m'étais mis à faire de la vidéo pour moi. Je m'étais mis à apprendre le code informatique pour moi. Et tout ça, en fait, je l'ai combiné. J'ai monté un site web, de la communication, etc. Mon club, en l'espace de 15 jours, il était complet. Je me suis mis à vivre de cette activité. Puis, j'ai peaufiné. Je me suis laissé un peu porter par ce qui s'offrait à moi. Ouais. Donc, en fait, voilà, je me suis mis vraiment dans l'entrepreneuriat à mon compte en 2011-2012. Mais ça a été... je vais pas dire que ça n'a pas été un choix, c'était un choix imposé parce que pour mener la vie que je voulais vraiment mener, le salariat, c'était pas possible. Ouais. Quand bien même aujourd'hui, on va en parler, mais voilà, moi je suis séparé en garde alternée. J'ai mis ma fille dans une école privée, une école Montessori. C'est très important pour moi de lui offrir une éducation en lien avec les valeurs que je prône. Payer un logement, payer une école, payer ceci, payer cela. Enfin, le salariat, avec mon background, ne peut pas me l'offrir. Donc l'entrepreneuriat, ça a été une voie qui s'est imposée à moi. Ouais. Et puis, la quête de sens est très importante. Je veux mettre à profit ce que je sais faire et je veux que ça serve aux autres. Ça, dans le salariat, c'est très compliqué. Donc, j'ai fait les choses à ma manière parce que, encore une fois, j'avais du mal à rentrer dans des cases. Ouais. Donc, j'ai créé la mienne. Et tu vois, encore une fois, me définir, c'est pour ça que j'utilise des mots différents parce que j'arrive pas à trouver la case qui correspondrait. Donc, c'est quoi? Bah voilà, je définis la mienne. C'est un très bon exemple de pas forcément chercher une case qui existe déjà, mais définir la sienne. Merci. Dans ton parcours, et tu le disais, tu fais toujours le 1% en plus. Dans ce que tu viens d'expliquer, ça m'a l'air d'être plus que le 1%. C'est-à-dire que quand tu as un sujet, tu le ponces. En fait, pour moi, ça, c'est pas 1%, c'est le poncer jusqu'au bout, tu vois. Quand tu dis, j'ai fait du code pour moi, de la vidéo pour moi, mais c'est pas juste, genre, je regarde deux trucs et je passe à autre chose. Je suis un gros curieux de nature. Tu vas au bout. Ok. Depuis que je suis enfant, je suis un passionné d'apprentissage. Mais vraiment, et puis même, j'ai même du mal à concevoir comment, je conçois pas comment des gens rentrent le soir et disent, moi, j'ai besoin de poser le cerveau, je vais regarder les anges de la télé-réalité, je vais regarder TPMP. Je comprends pas. C'est-à-dire que comme je te dis, je suis un curieux, je vais au bout des choses. En ce moment, à l'heure où on se parle, ce qui me passionne, c'est un peu l'astrophysique et la physique quantique. Mais pas la physique quantique du genre, oui, je te donne mes énergies, tu vas voir. Oui. Non, c'est vraiment, ok. Pas le Mercure rétrograde. Ok. Ouais. Et donc, je regarde des trucs et je comprends rien, mais j'essaye de comprendre, tu vois. Et donc, au fur et à mesure, j'affine mes connaissances. Et on me dit souvent que je suis un mec qui a eu 1000 vies. J'ai été prof de Krav Maga, j'ai été coach de CrossFit, j'ai fait du MMA, j'ai fait en loisir, mais 50 trucs. J'ai des diplômes en plongée, j'ai des diplômes en escalade, j'ai fait plein de trucs. Mais dès qu'il y a un sujet qui me passionne, je vais au bout jusqu'à ce que ça me lasse et puis je fais autre chose. Ok, et après tu passes à autre chose. Effectivement, ouais, ça fait un gros cumul d'expériences, mais dans cette vie, il y a tellement de choses à apprendre, il y a tellement voilà, j'ai cette faim permanente d'aller chercher, mais comment je peux faire mieux qu'hier. Ok, hyper intéressant ton parcours. Tu disais donc que tu étais à ton compte depuis 2011-2012. À ce moment-là, tu es déjà papa ou pas encore? Non. Ma fille a 5 ans. Elle va avoir 5 ans dans une semaine. Donc, non, c'est arrivé en 2019, elle est née. Ok. Et comment t'as anticipé, ou pas d'ailleurs, la transition entre j'ai mon business et je vais devenir papa? J'ai absolument pas anticipé. Ma fille était pas planifiée. J'ai rencontré sa mère 6 mois auparavant. Donc, au bout de 6 mois, ma nana de l'époque est tombée enceinte. Ça s'est fait très vite. À l'époque, j'étais sur le point de quitter la France pour vivre au Canada. Ok. Je l'ai rencontré 6 mois avant. Et
l'idée, c'était, bon, bah, je vais là-bas, je vais vivre, je vais trouver un boulot, un appartement, puis tu me rejoins. Elle avait pas de visa, elle avait rien, mais on avait eu un coup de cœur l'un pour l'autre. Et donc, c'était à peu près l'idée. Et puis, 15 jours avant le départ, je la vois sortir des toilettes blanches en titubant. Elle me dit, oh, je suis pas bien. Je regarde dans sa main et j'ai, oh putain. Et en fait, il y avait un test de grossesse. Et là, ça chamboule tout. Je m'apprête vraiment à tout quitter, quoi. Et la question s'est pas posée à moi, qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire que ma fille n'était qu'un trait bleu sur un test de grossesse que je l'aimais déjà. C'était hors de question que je sois pas là. Et donc, je lui dis, bah, vous venez et notre enfant sera canadienne. Sauf que je suis parti tout seul là-bas, j'y suis allé. Ouais. J'ai trouvé du boulot, etc. Mais la vie est tellement chère. Elle avait pas de visa. Un accouchement, c'est 15 à 20 000 $. Hein. Ouais. En France, on se rend pas compte. Hein. Je lisais des témoignages. Une femme, elle accouche le matin, elle rentre chez elle en début d'après-midi pour éviter d'avoir à payer. Faut que ça circule, en fait. C'est ça. Et surtout, Amandine me dit à ce moment-là, je lui dis, bah écoute, je travaillerai plus. Elle me dit, ouais, mais Romain, moi je quitte pas tout ici pour te rejoindre à l'autre bout du monde sans connaître personne, pour rester enfermé dans un appart pendant que tu travailles. Et en plus, pas devoir, quoi. Ouais. Donc j'ai dit, ok, bah écoute, j'abandonne tout et je reviens. Donc 3 semaines après, j'avais du boulot, hein, j'avais tout trouvé et tout, j'ai tout lâché et je suis revenu. J'ai abandonné tous mes projets et je suis reparti de zéro. Mon club de Krav Maga, je l'avais donné à des élèves, j'avais vraiment donné, même pas revendu, j'avais tout donné, je suis revenu à poil. J'avais plus rien. Donc j'ai retrouvé un taf en CDI. Tu passes d'une vie où tu gagnes 4-5 000 € par mois, tu bosses 3 heures par jour, 4 fois par semaine avec des potes. Enfin, vraiment une vie, bon, célibataire, hein, mais. Ouais. Et à faire des trous dans des feuilles, payer au SMIC. Donc il a fallu rebondir, retrouver. J'ai remonté une boîte qui a pas fonctionné, puis j'ai fait d'autres choses et qu'on finit par payer. Et donc je l'ai pas planifié. Ouais. Ça s'est imposé à moi. Et il a fallu que je trouve des solutions. Mais il était hors de question que je me dérobe en fait à ce rôle. C'était très très important pour moi d'être présent pour mon enfant, d'arriver à concilier ça. Et tout s'est fait par palier. Donc mon enfant est là dans 1 an et demi. On va la mettre chez une nounou. Donc j'ai 1 an et demi pour trouver les finances, la stabilité. Puis après il y a eu l'école. Ouais. Okay. 2 ans, elle va dans une école privée. L'école c'est 6 000 € par an. Comment je fais pour financer? Donc il y a jamais eu et c'est quelque chose que j'enseigne à mes clients. Moi, je fonctionne jamais en restriction. Ouais. L'idée de me dire, ok, bah, je dois me priver de ça parce que j'ai pas les moyens, chez moi, ça n'existe pas. C'est, je veux ça. Comment je vais trouver les moyens? C'est ça. Voilà, c'est ça. Comment je fais pour m'offrir ça? Donc, tu l'as dit, c'était imposé à toi et ta fille n'était pas planifiée. Donc, en soi, c'est exactement ce que tu viens de dire. C'est-à-dire que le modèle, c'était pas, oh mon Dieu, comment je vais faire? C'est, il y a un enfant qui arrive, je veux ça pour cet enfant, le meilleur, etc., dans tes critères, tes valeurs et ce qui est important pour toi. Et donc, qu'est-ce que je mets en place pour l'obtenir? C'est exactement ça. Et on peut faire le parallèle avec l'entrepreneuriat. Quand tu débutes, on te dit toujours cultive ta vision et un objectif précis. Alors, je déteste le principe d'objectif SMART. Il y a un truc que j'apprécie là-dedans, c'est juste le premier, le S, le spécifique. Ok. Bah là, spécifiquement, je savais que ma fille, à 3 ans, il fallait qu'elle aille dans cette école-là. Et pour te dire, au moment de la séparation, je suis parti habiter à plus de 40 km de là où était la maman. Je suis parti sans rien. Ça a été très dur de me reloger. Mais l'école, je l'avais repérée. Ouais. Et donc, je savais qu'il fallait que j'habite dans la zone. Aujourd'hui, j'habite à 1 km de l'école. J'habite dans un ancien moulin au bord d'une forêt, en lisière de Montpellier. J'emmène ma fille à vélo le matin. Ça nous prend un petit quart d'heure. On traverse la petite forêt, le ruisseau, le machin. Donc, la question, c'est, OK, qu'est-ce que je veux précisément? Et comment je vais trouver les ressources pour y aller? Et pour ton entreprise, c'est exactement pareil. C'est OK, je veux ça dans X années, tel chiffre d'affaires, tel nombre d'équipes, tel truc, je veux impacter tant de personnes, je veux ça. Très bien. Et bien maintenant, comment j'y vais? Comment je comble l'écart entre le point A et le point B? Quelles sont les ressources dont j'ai besoin? Et bien évidemment, en chemin, tu vas avoir des freins. Prenons l'éducation d'un enfant, c'est pareil. Tu ne nais pas parent, tu le deviens. Très bon. Et donc, bah ouais. Et forcément, quand ton gosse commence au début soit à désobéir, soit à te mettre en difficulté, bah, t'as pas la ressource. La vraie question, c'est comment tu vas l'avoir. Dans ce que t'expliques, j'entends beaucoup de focus du fait de poser le plan, effectivement, d'aller chercher les ressources. C'est un truc qui est naturel chez toi ou c'est ton passé, notamment de sportif pro, qui t'a apporté ça? Enfin, ou t'es matrixé comme ça dès le départ, en fait? Matrixé, j'aime bien cette notion-là. Je sais pas. Je t'avoue, je me suis pas. Enfin, c'est naturel pour moi. Comme je te dis, j'ai toujours eu la dalle. Dans ma vie, j'ai eu une histoire un peu particulière. Je suis né d'un père absent, qui était un voyou de haute envergure, qui a passé l'exacte moitié de sa vie en prison. Pas été vraiment présent pour moi.
Et j'ai eu un beau-père qui a vraiment merdé avec moi. Donc j'ai subi l'abandon du premier papa, le rejet du deuxième, qui m'a rabaissé toute ma vie, qui m'a dit que j'étais quelqu'un de médiocre, etc. Pour autant, au fond de moi, je savais. Il y avait un truc, tu vois, qui me disait non, mais tu peux faire mieux, tu peux y aller. Et donc j'ai toujours eu ce truc ce truc d'émerdard, à trouver des solutions, à trouver des chemins. Je ne supporte pas quand on me dit c'est pas possible. Quand j'ai quelqu'un qui me dit non mais tu y arriveras pas, ferme bien ta grande gueule, on va voir si Tu vas voir, ouais, c'est ça. Au contraire, ça, ouais. Et tu vois, aujourd'hui j'ai un projet. J'en parle un petit peu, je communique pas beaucoup dessus, mais dans les 4 à 5 ans, je veux faire un séminaire de 3 jours à Bercy qui va réunir 8000 personnes autour du développement personnel, avec énormément de théâtralisation, les artistes du Cirque du Soleil, il y a une grosse mise en scène. Enfin, il y a vraiment un gros projet. Ça fait des années que je l'ai en tête. Et je suis en chemin vers ça. J'ai des gens qui me disent, ouais, mais ça fait des années que tu en parles, ça fait ceci. Oui, mais ça marchera pas en France, oui. Je m'en fous. Ça me prendra peut-être 10 ans, 20 ans. Je m'en fous. C'est là où je vais. Je veux dire, quand t'as un rêve, il a pas de date de péremption. Donc, quand t'as un objectif, si c'est vraiment quelque chose qui est important pour toi, trouve les moyens. Plan A, plan B, plan C, échec, relève-toi, retourne-y, avance. C'est ouais, je sais pas si je suis matrixé comme ça, mais c'est une philosophie de vie qui m'a permis d'avancer vers une vie que je veux vraiment, en fait. Sinon, aujourd'hui, je serais encore au SMIC à travailler comme caissier chez Lidl et je crache pas sur les caissiers chez Lidl, mais c'est pas la vie que moi je veux mener. Ouais. Je sais ce que je veux, je sais où je veux aller, j'aime le confort de vie et donc comment je me donne les moyens. Ok, c'est très clair. Merci beaucoup pour le partage de ton parcours. Tu parlais de ce que tu as vécu toi. Ça a eu quelle résonance au moment où tu sais que tu vas devenir papa? Et est-ce que c'est des choses où tu t'es dit, OK, moi j'ai vécu ça en tant qu'enfant, en tant que père? Tu parlais de l'école, mais est-ce qu'il y a d'autres choses où tu t'es dit, je veux ça, je veux pas ça, etc. Et comment t'as mis ça en place en fait? Ouais, c'est évident que ça a eu des répercussions. Mais ça a eu des répercussions avant même que j'apprenne que j'allais devenir papa. C'est-à-dire que pendant des années, quand j'étais prof de Krav Maga, j'incarnais vraiment le mec un peu rebelle, sportif, qui passe sa vie à l'entraînement, qui drague toutes les meufs qui bougent, tout ça. Ça nourrissait une part de mon ego. Et je voulais absolument pas d'enfant à ce moment-là. C'était limite, j'étais allergique, tu vois. Ouais. Et puis un jour, je suis sorti avec une nana qui avait une gamine de 4 ans. Et je me souviens très bien parce que cette gamine, elle était adorable, hein. Super éveillée, tout ça, mais j'avais pas de lien particulier avec elle. Puis un soir, ça faisait 6 mois qu'on était ensemble avec sa mère. On fait un apéro chez elle, et puis moi je suis dans la cuisine, donc je fais un repas pour tout le monde. Je suis avec un pote, on discute, les nanas sont dans le salon. Et puis là, je vois la gamine débarquer, Romain, et elle me fait un câlin, tu sais, elle prend ma jambe, et elle me fait un gros câlin, et elle repart. Et je suis resté con, mais ça m'a scié les jambes. J'ai senti une espèce de vague d'amour. En fait, ce jour-là précisément, il y a eu un déclic. Je savais que j'allais devenir papa, et je savais que j'allais prendre ce rôle très au sérieux. Donc quand ma fille est arrivée, ça a été une évidence en fait. Que j'allais devenir le papa que je voulais être. Et après, comme toutes les personnes on a tous un vécu. Mais t'as 2 options. Soit tu reproduis, soit tu te laisses en fait bouffer par ton passé. Tu travailles pas dessus, tu le subis et t'as tendance à reproduire. Soit en général, tu fais l'exact inverse. Et ça, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Donc moi, mon parcours en PNL et ma formation m'ont beaucoup aidé parce que tu travailles sur toi en même temps. Donc ça a été de prendre du recul sur ce que j'avais traversé. Pour ne pas être ni dans l'un ni dans l'autre. Ok, ouais, être juste au milieu aussi c'est ça. Et le bon équilibre en fait. Ouais. Et ne pas être conditionné par un héritage qui n'est pas le mien. Je veux dire, le vécu de j'ai eu plus que 2 papas. J'ai eu 2 hommes qui se sont occupés de moi, puis l'histoire est complexe et voilà. Mais grosso modo, l'idée c'était de pas me faire influencer par leur trauma, leur passé à eux. C'était de redéfinir ce que je voulais pour mon enfant selon mes codes. Alors on essaye tous d'être le meilleur des parents, enfin, en tout cas, moi, je le vois comme ça. Et donc, il y a, OK, qu'est-ce que je veux pour mon enfant? Quelles sont les bases que je veux lui donner, indépendamment de ce que j'ai reçu? Et puis, une fois que tu as établi ça, il y a, OK, et ben, dans telles circonstances, moi, je vais avoir des difficultés. Il y a des fois où je vais être trop exigeant avec mon enfant. Et là, je reconnais l'exigence que moi, j'ai pu subir à des moments. C'est de mettre la barre, tu vois, au bon endroit, tout en s'autorisant à se tromper, et c'est toujours pareil, faire 1% meilleur. OK, aujourd'hui, j'ai merdé, j'ai gueulé à ce moment-là alors que j'aurais pas dû. D'une, je vais présenter mes excuses. On aura l'occasion d'en reparler, mais je vais lui montrer et lui dire que j'ai pas été bon à cet endroit-là. Et demain, je ferai attention quand la situation se représentera.
Et tu le disais, le fait, toi, d'avoir fait des formations, ça t'a fait travailler aussi sur toi. Est-ce que il y a d'autres ressources? C'est-à-dire, est-ce que tu t'es fait accompagner? Est-ce que tu as été chercher des choses spécifiques, en fait, pour bosser là-dessus? Parce que, enfin, souvent, on sait ou on a conscience ou on effleure le fait d'avoir eu des traumas, etc. Mais après, pour aller creuser dedans, bosser dessus, etc., c'est autre chose. Ça a été quoi, toi, ton cheminement avec ça? Déjà, d'une façon générale, on n'est pas éduqué à la psychologie. On n'est pas la plupart des gens. Je le vois moi en tant que coach. Oui, je sais très bien d'où ça vient. Ouais, super, mais c'est pas parce que tu sais d'où ça vient que tu sais forcément comment le résoudre. Non, c'est clair. Si demain t'as mal au dos et tu me dis ouais non mais je sais d'où ça vient, c'est parce que je me tiens mal. Très bien. Mais comment ça se fait que tu l'as pas résolu ton problème? Bah oui. Donc ok, je suis incompétent sur le sujet. Je te disais à l'instant, on ne naît pas parent. Donc il y a un moment, quel type de parent, quel type de papa j'ai envie d'être? Et aujourd'hui, quelles sont les ressources dont j'ai besoin? Donc ma fille, elle était même pas encore née. Premier truc, j'ai acheté des livres. Ouais. J'ai bouquiné, j'ai lu des trucs sur l'éducation. J'avais entendu parler de l'école Montessori, mais bon, t'entends tout et n'importe quoi. Ouais. Bon bah, je vais pas rester dans mon ignorance. Je vais y aller, je vais aller voir, je vais me renseigner. Et puis il y a des choses que j'aime, des choses que j'aime pas. Et donc je vais aussi remettre mes certitudes, mes convictions en cause pour ne pas juste rester dans des a priori et pour aller voir des vrais professionnels. Donc je me suis fait accompagner, bien sûr, des pédopsychiatres. Moi, quand je me suis formé en psychopathologie, on a étudié la structuration psychique d'un être humain. Donc je connais déjà les bases. Mais ça me suffisait pas. Alors on est ok, la plupart des gens connaissent même pas les bases. Moi, je voulais vraiment aller plus en profondeur pour comprendre le fonctionnement de cet enfant et surtout de pas être dans la réaction mais l'anticipation. Exactement comme dans le business. Le pire à faire, c'est d'être dans la réaction. Mais si tu as anticipé, si voilà, t'as truc à la con, de la trésor de côté, plan marketing, plan A, plan B, plan C, etc., t'es pas pris au dépourvu. Là, c'est pareil. Je vais pas attendre que ma gamine, elle ait 42 fièvres et elle s'étouffe avec un truc pour me dire, ah bah, qu'est-ce que je fais? Ça serait bien que je me forme au premier secours. Bah non, c'est peut-être un peu tard. Donc, dans cette logique, oui, je suis allé voir un pédopsie. Quand on s'est séparé avec sa maman, bah tout de suite, j'ai appelé pédopsie. Ok, voilà, il se passe ça. Quels sont les conseils? Quels sont les bonnes attitudes? Qu'est-ce qui va se passer? S'il se passe ça, comment je fais? Et donc, c'est d'aller chercher de l'info pour sortir de mon état d'ignorance et avoir des vrais spécialistes. Très vrais spécialistes, pas des influenceurs Instagram. C'est ça. Vraiment, c'est très facile. Pas les conseils de mamie ou de tata, je sais pas quoi. Les injonctions à la con. C'est pas parce que quelqu'un a eu 4 enfants qu'il les a forcément bien éduqués. Donc, je vais aller voir des spécialistes de la psychologie et de leur dire, OK, qu'est-ce qui se passe à cet instant? Qu'est-ce qui se passe là? Comment faire, etc. Voilà le chemin qu'on prend. Quels sont vos conseils? Et donc, à partir de là, bah, tu as ce lot de connaissances. Donc, tu agis plus non plus en total impro. Ça te permet aussi, toi, de prendre du recul en disant, bah, là, ce que je pensais être bon n'est pas forcément bon. C'est pas inné. Et donc, bah, on ajuste, on fait au mieux et je le vois. Bon, ma fille est exceptionnelle, mais parce que c'est mon enfant, donc voilà, comme tous les parents. Mais aujourd'hui, ma fille, elle avait 9 mois, elle faisait ses premiers pas. À 1 an, elle parlait, machin. Là, elle va avoir 5 ans, elle commence à lire, elle commence à écrire, elle fait des opérations simples. Enfin, elle est ultra éveillée. Mais parce que on a toujours fait en sorte avec sa maman de la stimuler dans ce sens-là. Et parce qu'on a été chercher aussi ce truc-là. Ouais, c'est ça aussi. C'est pas forcément tout cuit et d'office en fait. Et tu parlais d'aller chercher des experts pour contrer un peu les injonctions aussi. Et je trouve que c'est le parallèle entre entrepreneuriat et parentalité sur cette thématique-là est extrêmement fort. C'est-à-dire qu'on entend plein de gens qui savent nous expliquer ce qu'il faudrait faire, etc., mais qui n'ont pas toujours l'expertise pour prendre la parole. Et c'est pas celui qui gueule le plus fort qui a forcément raison. L'analogie, c'est, je voyais, sans citer de nom, mais un grand influenceur qui vit à Dubaï, qui est pote d'Oussama Hamar. Lui, je peux le citer, et qui disait, ouais, moi, plus tard, mes enfants, je ferai comme Mark Zuckerberg. Le mec se compare à Mark Zuckerberg. Déjà, bon. Très bien. Donc, bon, déjà, tu es très fort, bravo. Et le mec te disait, moi, j'ai pas d'enfants, mais quand j'aurai des enfants, je leur laisserai pas d'héritage et tout. Déjà, ferme ta gueule, parce que le jour où ton enfant va naître, tu vas fondre de l'intérieur. Tous tes principes, et tous les parents le savent, tu as des principes, et le jour, à l'instant où tu as ton enfant dans les bras, ils explosent. Et donc, j'aime beaucoup cette phrase qui dit « Les parents parfaits existent, mais ils n'ont pas encore eu d'enfants ». L'entrepreneuriat, c'est pareil. Tu vois, quand je vois les copywriters ou des petits jeunes qui te sortent des études, qui ont 22 ans, qui font des conférences pour te parler du burn-out en entreprise et de la gestion des équipes, alors qu'ils ont juste fait un stage en entreprise
et qu'ils ont jamais bossé, ça me fait rire. Mais comme ils ont 60 000 followers, alors on leur donne du crédit. Mais en fait, non. Les vrais experts, c'est pas forcément les plus exposés. Et il faut aller creuser un petit peu. C'est pas parce que tu as des gens qui te suivent que ce que tu dis, c'est forcément fondé et pertinent. Et c'est pas non plus parce que tu as eu 4 gamins que tu les as bien élevés, ce que je disais tout à l'heure. Donc, c'est d'aller voir, voilà, de vrais experts dans leur domaine qui, eux, vont pouvoir te dire, OK, voilà, étape par étape, ce qui se passe. Et tu vois que c'est cohérent, de toute façon. Ouais, c'est ça aussi. C'est ça. Et souvent, les experts dans leur domaine sur ces sujets-là sont experts d'un tout petit domaine, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est pas un expert qui est capable de gérer l'enfant de 0 à 27 ans sur toutes les thématiques, l'alimentation, le sommeil, etc., la psychologie, voilà. Souvent, c'est des trucs très nichés, spécifiquement parce que c'est complexe et que ils vont avoir une expertise sur un sujet donné. Et donc, c'est intéressant d'aller aussi creuser quand on a des besoins, d'aller creuser ces ressources-là, mais d'être en effet plus sur de l'expertise. Et voilà, c'était tellement évident avec l'entrepreneuriat que voilà, je suis obligée de faire le parallèle. Mais oui, mais de toute façon, c'est plus ou moins la même philosophie. Hein. Oui. Tu pars du point, tu connais rien, tu as plein de certitudes, tu vas te lancer sur le terrain, tu vas te prendre des coups dans la des tronche. gaufrasses, oui. C'est ça. Tu vas dire, je pensais que j'allais être bon là-dessus. Mais regarde, l'entrepreneuriat, c'est un discours qui me saoule. Tout le monde te dit, l'échec est une chance, c'est super. Oui, t'as raison. Sauf que quand tu le subis, l'échec, quand tu dois licencier une partie de ton personnel, quand toi-même, il te reste quelques semaines de trésorerie et que tu te dis comment je vais payer mon loyer, à ce moment-là, tu dis pas, l'échec, c'est merveilleux. Non. Pourtant, tous les très très bons business coachs, ils sont très forts pour faire des phrases sur le sujet. Sauf que sur le terrain, ça se passe différemment. Et quand tu y es vraiment confronté, tu te dis pas, quelle chance je suis en train de vivre. Non. Ça fait chier. Après coup, potentiellement, oui, mais c'est ça. Merci pour le trailer, parce que la saison 2 de Tu passeras sur les fails, justement. Pas pour enjoliver le truc, mais pour dire que justement, dans cette logique de beaucoup de storytelling et de faux bulletin public, de je vous montre ce qui se passe derrière, souvent, on voit pas l'étendue de ce qui se passe derrière. L'idée, c'est aussi de se dire, en effet, quand tu es dans le dur de l'échec, c'est pas forcément là que tu prends le recul, mais il peut aussi y avoir une sortie où un moment tu vas prendre le recul, etc. Mais de montrer que tout le monde en a, en fait. Tout le monde, tous les parents, on a tous eu des moments de doute, des moments de difficulté, des moments de fatigue, des moments où t'es pas au top, des moments où ton enfant il a besoin de toi et tu dis stop, je peux pas. Pas possible, ouais. Et tu vois, ça c'est un des premiers trucs que moi j'avais mis en place avec la mère de ma fille. Il y a des moments où on était très fatigué, il y a des moments de tension, de colère, t'as le gamin qui pleure, laisse-la pleurer. Là, t'es en colère, tu peux pas gérer la situation. Ouais, en fait, tu vas juste envenimer le truc, c'est le millefeuille de tout le monde s'énerve. Bon. Ouais. Et tu vois, quand toi, quand t'as pas d'enfant, t'es d'un point de vue extérieur, t'entends les histoires, par exemple, des bébés secoués. C'est catastrophique. Ouais. L'enfant pleure, pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, ton enfant pleure et toi, t'es dans un tel niveau de nervosité que tu finis par péter un plomb, le secouer pour qu'il se calme. Et ton enfant, ça peut créer des lésions cérébrales qui mènent à la mort. C'est catastrophique. Et quand tu n'as pas eu d'enfant, c'est très facile de juger. Dire, ouais, c'est clair. Sauf que le jour où t'es confronté à ça et que tu commences un petit peu toi aussi à perdre tes moyens, bah là, il faut avoir la présence d'esprit de dire, je laisse mon enfant pleurer et je vais me calmer parce que de toute façon, là, je vais faire de la merde. Ouais. Mais c'est un super bon exemple. Ouais. Ouais, mais c'est clair, en fait, c'est quand t'as tous tes moyens pour réfléchir, et je me souviens très bien, moi, pour avoir 2 enfants, être à la maternité de mon premier, où on m'explique qu'en effet, il faut pas secouer le bébé, de me dire, non, mais ça va, je suis pas courge, quoi. Sauf que le truc, c'est que après 2, 3, 5, 10, 15 semaines où tu dors très peu, le manque de sommeil, c'est quand même utilisé comme outil de torture, en fait. Donc, ça te fait vriller le cerveau. Et quand tu rationalises et que tu es reposé, bien sûr que c'est un truc où tu te dis, non, mais n'importe quoi, jamais je fais ça. Sauf que quand tu es à des niveaux de fatigue, de colère, d'incompréhension de ce qui se passe dans ton corps, dans ta tête, dans ton couple, c'est des moments quand même qui sont hyper intenses, quoi. Franchement, il y a des moments où tu te dis, je peux comprendre. Et en effet, c'est avoir le réflexe de se dire, là, c'est juste trop pour moi. Je pose l'enfant et je me casse, en fait, parce que ça peut arriver. Ouais, c'est ça. Parallèle avec l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, moi, dans mon métier de coach, j'ai des gens qui viennent à moi, qui sont un peu désemparés, si tu veux, des chefs d'entreprise. Il y en a qui voilà, on commence à avoir des idées noires, des envies de suicide, etc. Quand t'es pas là-dedans, tu te dis, ouais, mais tu vois, quand j'entends surtout en France, les salariés, ouais, le patronat, c'est tous des enculés. Tu sais ce que c'est, juste d'être patron? Tu sais le stress que c'est? À un moment de te dire, si là, la boîte va pas bien, je vais devoir mettre des gens au chômage, des familles sur la paille, etc. Tu le comprends, ça te donne une autre perspective. Ce parcours-là rend humble. Ouais. Et donc, ça a été vraiment pour moi un très, très grand apprentissage avec mon enfant. Et je ne sais pas, j'ai des a priori, je vais essayer de faire le mieux que je peux,
Mais de toute façon, tant que je suis pas confronté à la situation, je peux pas savoir comment je vais réagir. Ouais. Et c'est intéressant et important ce que tu dis, je pense, c'est que il y a beaucoup ce truc de posture de parents, de les parents sont censés être les sachants, etc. Je trouve que l'apprentissage avec les enfants est quand même assez intense, important, voire exponentiel au fur et à mesure qu'ils grandissent. Moi, les miens ont 7 et 11 ans. Donc, 11 ans, on commence à avoir des niveaux de discussion quand même, voilà, et vraiment des fois des questions qui me posent et où je me dis, waouh, attends 2 secondes là, parce que tu viens d'appuyer sur un truc où clairement, Ce que tu dis, c'est très intéressant. Et tu vois, s'il y a bien un message que j'ai envie de transmettre aujourd'hui, c'est important qu'un parent ne soit pas parfait. Et c'est important que l'enfant le sache. Parce que le rôle de tout enfant, c'est de dépasser le parent. Quand tu prends des enfants de stars, les enfants de Depardieu, de Hallyday, etc., tu vois qu'ils sont tous en train de se bouffer, ils ont des gros soucis de construction identitaire. Pourquoi ? Parce ils sont que l'enfant d'eux. Ouais. Mais ils n'existent pas en tant qu'eux-mêmes. Et ils sont tellement dans l'ombre d'un monstre sacré qu'ils ne peuvent pas le dépasser, ils ne peuvent pas se réaliser. Et t'as beaucoup de parents qui, ouais, je veux pas montrer mes émotions, je veux pas montrer mes doutes, je veux pas montrer tes peurs. Mais putain, montre-le. Parce que c'est une chance que tu offres à ton enfant, parce que plus tard, il pourra faire mieux que toi. Ouais. Ouais, et puis de voir que lui aussi, il peut avoir des failles, pas être parfait, et c'est OK, en fait. Enfin, on lui demande pas ça, si quoi. tu lui montres jamais que toi, t'as des failles, le jour où lui, il va rencontrer des difficultés, il va se dire, je suis pas normal. Ouais, Ah, mon c'est ça. père, lui, jamais il a douté. Ouais. Et bien sûr. Et c'est important, en fait, ton enfant vive avec ça, parce qu'il va être confronté à ses doutes. C'est ça, la vraie vie. Bah ouais. Et qu'il sache que c'est normal. Il n'y a pas une journée qui passe sans que je dise à mon enfant, regarde, là, j'y suis pas arrivé. Là, j'ai pas réussi, mais derrière, il y a autre chose. J'ai réessayé, voilà comment on fait, etc. Et tu vois, ça, c'est vraiment une des valeurs phares que j'ai voulu transmettre à mon enfant, le côté persévérant. Hein. Tu me demandais le 1% meilleur. L'exemple typique de comment ça s'incarne, ma fille voulait un arc et des flèches à Noël. Donc on offre un arc et puis des flèches avec une petite ventouse, mais elle a des petits bras, elle arrive pas bien à la mettre. Et du coup, elle arrive pas à tirer les flèches. Papa, tu peux m'aider ? Non. En fait, je vais le faire avec toi, mais c'est toi qui vas le faire. Et je vais t'expliquer. Et un matin, il est 9h, on doit partir, tu sais, dans les parkings d'or. Ouais. Kid Park, là, un truc immense. Ceux qui font du bruit, prendre du Doliprane, si vous y allez. Ouais, moi, je prends mon casque et je travaille de là-bas, c'est mon coworking. Et donc, elle essaye de tirer quelques flèches et elle y arrive pas. On a passé 1h30. 1h30 avant qu'elle y arrive et qu'elle plante une flèche. Elle s'énervait, etc. Mais on a réussi. Si t'avais vu son visage s'illuminer au moment où elle a planté la flèche, c'était dans la vitre, avec la ventouse là. Pouf. Ouais, c'est même à la maison. Bah, depuis, elle a réessayé, encore et encore. Et donc, parce que moi-même, j'avais incarné le fait que on n'abandonne pas, on se plante, mais c'est normal. On peut être en colère, mais l'essentiel, c'est de comment tu vas modifier les choses, etc., etc. Elle a fini par y arriver. Aujourd'hui, ça lui pose plus de problème. Ouais. Mais je me dis, un enfant ou un jeune adulte qui a cette philosophie, qui accepte de pas être parfait, qui accepte l'échec, qui accepte de prendre des leçons de ses échecs, et à un moment d'avoir envie de laisser tomber, mais d'y retourner, c'est la vie qui s'ouvre à lui, quoi. C'est clair. Et c'est les clés qui sont ultra utiles dans un monde avec beaucoup de changements, où on demande beaucoup d'adaptabilité, de flexibilité, etc. Plus qu'un diplôme, en fait. Je suis bien l'exemple parfait que les diplômes, c'est bien. Les diplômes sanctionnent ta capacité de mémorisation et ta capacité de restitution d'un savoir qu'on t'a donné. Mais ça ne dit rien de ton esprit d'initiative, ça ne dit rien du reste, en fait. Donc bien sûr, hein, ok, c'est cool quand... On va pas se mentir. Hein. Quand tu débarques dans la vie active, que t'as aucun diplôme, rien, que tu débarques avec tes doutes, ton manque de connaissances, c'est compliqué. Et c'est pas pour autant que tu vas aller à l'échec, c'est pas pour autant que ta vie, tu vas rien en faire. Et à l'inverse, c'est pas parce que t'as de grands diplômes que tu vas forcément faire un truc de dingue. Ouais, bon, clairement pas. Au mieux, t'as aussi chopé un réseau au passage, mais voilà. Ce qui peut aider. Aussi. Tu parlais du fait de réussir ou de foirer, mais en tout cas de persévérer. Est-ce que tu as des challenges aujourd'hui pour concilier ta vie d'entrepreneur et de parent ? Bah, par exemple, à l'instant où on enregistre, j'ai ma fille qui est en vacances à la maison pendant 15 jours, donc forcément, ça demande de l'adaptabilité. Au moment où on enregistre ce podcast, elle est à la sieste. Et tu vois, je viens d'entendre la porte derrière, donc à tout moment, tu vas voir une princesse débarquer et vous aurez un podcast à 3 avec Romain, sa fille, et toi, Géraldine. Mais en fait, la base, c'est de définir ses priorités. Bon, il est hors de question que je sois pas présent pour mon enfant. Pour autant, mon business a besoin de tourner. Donc, encore une fois, ok, ça, c'est une contrainte. Ouais. Comment je m'adapte? Comment j'y fais face? Comment je mets en place des solutions? Et là,
T'as les gens qui se limitent, ah ouais, mais moi je peux pas. Ok, bah écoute, baisse les bras, assis-toi et attends que ça vienne. Et puis, il y a, comment ça fonctionne? Bah ma fille, elle se lève à 7h le matin, à 8h30, je dois l'emmener à l'école, je la récupère à 16h30. Donc soit je travaille de 8h30 à 16h30, soit je trouve des solutions. Et moi, par exemple, une des solutions, ça a été de me lever à 4h30, 5h du matin. Alors, t'as des gens qui vont dire, ah ouais, mais moi c'est pas possible. Et comment tu le sais? Déjà essaye, ouais, c'est ça. Déjà essaye. Oui, au début c'est dur. Et moi, je me qualifiais pas comme quelqu'un du matin. Et au final, je remarque que le soir, à part passer 3 heures à chercher une série Netflix ou une vidéo YouTube à regarder, ce temps-là n'est pas un temps de qualité. Donc autant que j'aille dormir. Par contre, ma zone de productivité, en tant que bon hyperactif et un bon TDAH, j'ai des phases où j'arrive pas à me concentrer. Et des phases où je suis hyper productif. Bah, la phase 4h30, 5h du matin jusqu'à 9h, c'est une phase d'hyper-productivité pour moi. Donc en fait, en testant, bah, ça a pu m'ouvrir des portes et me dire, ok, je vais optimiser ce temps-là. Et ça me permet de concilier, voilà. 16h30, je cut, je suis avec mon enfant, on va faire les petites courses au primeur du coin, on fait notre cuisine, on passe des moments ensemble, elle se couche à 20h30, 21h, et après, bah, moi, si j'ai envie de faire autre chose, je fais autre chose, et après je me repose, et voilà. Ça, c'est ma vie parce que je suis en garde alternée, donc une semaine sur deux, il y a une semaine full entrepreneuriat, une semaine full papa, et ça me va bien. Donc, quand tu as défini tes priorités, le tout, c'est comment je mets des choses en place pour respecter mes fondamentaux, mes valeurs. L'erreur, tu vois, je te parlais du smart ou quoi que ce soit. Pendant longtemps, je m'étais défini, voilà, je veux passer du temps avec ma fille. Et en fait, le matin, elle se levait à 7h, et moi, j'étais à côté, mais j'étais sur mon ordinateur et je faisais mes posts LinkedIn. Alors, c'était du temps avec ma fille, mais c'était pas du temps de qualité avec ma fille. Il a fallu que je redéfinisse le temps de qualité, ce que c'était. Ouais, c'est ça. Et en définissant ça, bah, c'est un moment où je suis pas sur mon travail. Donc ça m'a permis de recadrer. Bien sûr qu'il y a des fois où, exceptionnellement, là, tu vois, c'est les vacances pendant 15 jours, bah, il faut que j'adapte. J'enregistre ce podcast avec toi sur la sieste. Pendant la sieste, c'est ça. Et voilà, c'est ça. Et puis, s'il y a des barques, j'improvise. Clairement, ouais. Pour moi, il n'y a pas de frontière entre le pro et le perso. D'ailleurs, ceux qui disent, oui, je fais une séparation entre le pro et le perso, ils ne le font que quand ça va bien. Parce que quand ça va pas, quand t'es stressé au taf, quand t'as plus de clients, quand t'as un pépin ou quoi que ce soit, t'inquiète que le stress, tu le ramènes à la maison le soir. Bah, ça, c'est sûr, ouais. Donc, dès le début, autant concilier. Moi, tous mes clients connaissent mon enfant, ils ont tous vu, parce que des fois, bah voilà, comme là, je suis en train de faire un coaching, et elle débarque, donc bon, bah voilà, va jouer un petit peu, j'arrive dans 5 minutes, je fais en sorte d'essayer d'avoir le meilleur équilibre là-dedans, la meilleure disponibilité. Il y a des moments où tu sors un petit peu du cadre, mais globalement, bah, quand je suis avec elle, c'est non négociable. Puis après, bah, je suis avec mes clients, etc. Et ils connaissent tous. Si tu veux, ils savent tous qu'à tout moment, bah, ok, là, on a un call à 14h. Peut-être je vais arriver à 14h05 parce que le temps que je la couche, etc. Donc, une fois que les choses sont posées, bah, les règles du jeu sont établies pour tout le monde et puis c'est bon. Mais c'est ce que tu disais, en fait, tu parlais de contraintes, de prioriser et de savoir où sont les valeurs. Je trouve que souvent on dit oui, mais être à ton compte, c'est la liberté, etc. C'est la liberté, oui, de choisir tes contraintes. Et en fait, quand tu es au clair sur c'est quoi les contraintes, et bah, il y a des contraintes horaires quand les enfants sont à l'école, hein, c'est voilà, comme ça. Tu peux pas te dire non, mais moi j'ai envie de l'amener à 9h45. Non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche. Non. Mais une fois que ça c'est clair, que c'est posé et que tu te dis bah, comment est-ce que je joue avec ça, en fait, pour moi, c'est vraiment ce truc de cadre d'autonomie. C'est-à-dire, tu as toute la ligne autour et à l'intérieur, il peut se passer plein de trucs et tu peux déplacer plein de trucs. Et ça veut pas dire figé, ça veut pas dire que c'est dans le marbre et que tous les jours se ressemblent, parce que souvent les gens ont peur de ça, en fait, de se dire oui, mais si je pose, ça veut dire que c'est pas flexible, etc. Non, ce qu'on demande, c'est juste d'avoir le cadre autour et que ça, en effet, pour plein de raisons, ça ne bouge pas. Par contre, à l'intérieur, voire parfois autour, etc., là, il y a plein de choses qui sont modulables. Et je trouve que c'est très clair dans ce que tu viens d'expliquer, en fait. En fait, t'as un cahier des charges. On donne un cahier des charges, c'est toi qui vas l'établir et c'est comment tu deals avec. Je me souviens d'un client que j'ai accompagné qui, pareil, voulait passer du temps avec ses enfants, mais il devait développer un business. Et il me dit, je veux pouvoir être avec mon enfant. Et donc, on a dû creuser, ok, mais ça veut dire quoi? Ah bah, ça veut dire être avec mon enfant le soir. Pour autant, des fois, il faut que je travaille. Ok, bah, explique-moi concrètement. Combien, par exemple, de soirs par semaine est-ce que tu dois lire l'histoire? Et à partir de combien tu sais que tu vas franchir la ligne rouge? Et on avait établi qu'il fallait, sur du lundi au vendredi, que minimum, il lise 3 fois l'histoire. Donc, ça voulait dire qu'il pouvait, à chaque fois, il n'allait pas le faire comme ça. S'il peut être là 5 fois, tant mieux. Mais au minimum 3. Période de rush, 2 fois, c'est acceptable. Si une semaine, il loupe 3 soirs, là, c'est le warning. Et ça veut dire que la semaine suivante, c'est no way. C'est non négociable. Je dois être là
et lire 3 fois l'histoire avec mon enfant, parce que sinon je sais que ça me fait péter un plomb. Mm. Donc c'est bien, tu vas tout perdre. Ouais, Donc, une fois que mais tu as c'est ça. établi tes non négociables, c'est comment est-ce que tu les mets en place concrètement. Ouais. Tu vois, cet exemple de l'histoire est très parlant. Ouais, Parce et que c'est un tu super sais. objectif en fait. Enfin, quand c'est clair pour toi t'as besoin de ça, et toi en tant que parent et avec ton enfant, c'est beaucoup plus facile pour savoir si tu le respectes ou pas, parce que enfin voilà, tu sais les soirs où tu l'as fait ou tu l'as pas fait, comment tu vas le mesurer, etc. Et c'est un vrai sujet souvent. Moi, je dis à mes clients que dans mes objectifs annuels, il y a mon nombre de semaines de vacances par an, qui est de 10. Et ça fait beaucoup rire parce qu'en général, on parle du chiffre d'affaires, de la renta, blablabla, mais pas du nombre de semaines de vacances. Et je leur dis, mais en fait, si je veux avoir mes 10 semaines de vacances, tu crois que si je les anticipe pas, si je préviens pas mes clients, si je préviens pas mes prestats qu'il va falloir bosser sur les parties réseaux sociaux avant, tu crois qu'il va se passer quoi? En fait, je vais arriver au début de mes vacances et je vais pas pouvoir les prendre. Et je vais pas couper. Et je vais pas, en tout cas, pas comme je l'envisage moi. Et donc, bien sûr que ça nécessite un plan d'action. Et comme lire les histoires le soir, si c'est important que ce soit au moins 3 soirs par semaine, c'est quoi le plan d'action pour y arriver en fait? Sinon, tu vas toutes les semaines te dire ah bah non, j'ai pas réussi. Ah bah non, j'ai pas réussi non plus. Tu vas finir frustré, Non mais péter c'est un ça. plomb, tu vas te dévaluer, etc. C'est Ouais. c'est ce qu'on disait auparavant quand tu me demandais si j'étais matrixé ou quoi que ce soit. En fait, c'est un des enseignements de la PNL. Est-ce que tu Mm. vas te focaliser sur les impossibilités Mm. ou est-ce que tu vas te focaliser sur les opportunités que tu as? Ouais. Est-ce que tu vas te focaliser sur pourquoi je ne peux pas ou comment je vais y arriver? Mm. Ah, et savoir pourquoi tu peux pas lire 3 fois l'histoire, machin, ça te dira absolument pas comment. Non, c'est clair. Mm. À l'instant où tu dis non, non, c'est non négociable. Et donc, comment je vais faire pour y arriver? Bah, c'est là où le champ des possibles commence à s'ouvrir à toi. Et après, bon, ok, mais est-ce que je m'autorise pas? Il y a beaucoup Ouais. de limitations qu'on s'impose à nous-mêmes. Et en fait, tes clients, la plupart, ils en ont rien à foutre ou ils le comprennent très Non bien. mais c'est ça. Mais c'est Donc, là s'ils les font vrais des sujets en critiques, fait. Ouais. ah oui, Mm. c'est les autorisations qu'on se donne. C'est ça. Mais du coup, ça Mais permet de creuser ça aussi. c'est souvent un rôle identitaire. Moi, je le vois, quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat, il y a je suis entrepreneur, ou j'ai un rôle de parent entrepreneur à jouer, ou un exemple à donner. Mm. Et dans l'inconscient français, c'est je dois faire un tel volume horaire, sinon ça veut dire que je suis pas. Tu vois. Mais ok, très bien. Mais en fait, si tu continues de nourrir ça, tu vas juste nourrir ton ego. Mm. Mais derrière ton système de valeurs, donc le temps passé avec tes enfants, etc., si c'est important pour toi, il va complètement se dissiper. Mm. Et j'ai fait un post qui avait bien marché il y a quelques temps où je crois que c'était 75% du temps que tu passes avec tes enfants, il se déroule avant leurs 12 ans. C'est très flippant, tu vois, Mm. de dire oui, bah mon enfant, bon là il est jeune, je sacrifie un peu de temps et tout. Ouais, mais en fait ce temps tu le récupéreras jamais. Ah ben, enfin, c'est clair. Enfin, moi, je m'en rends compte, tu vois, là, en étant entrepreneur, c'était aussi pour moi dans mes valeurs et dans ce dont j'avais besoin, il y avait le fait de pouvoir accompagner des sorties d'école. Et donc, j'en ai fait plusieurs là depuis 3 ans que je suis à mon compte. Là, mon fils passe en 6e, donc je sais que les sorties d'école, c'est mort. En fait, les parents ne viennent plus. Et quand bien même je voudrais y aller, mon fils me dirait non, mais c'est hors de question, tu C'est restes. possible. Même pas, tu m'amènes déjà. Et donc, c'est exactement ça. Je savais que c'était pendant ce temps-là que ça allait pas durer 15 plombes, mais c'était maintenant, en fait. C'est-à-dire que mon objectif, c'était pas de me libérer du temps pour faire des sorties d'école quand il aura 15 ans. En fait, ça n'a juste pas de sens. Peut-être qu'à ce moment-là, il aura besoin de moi pour d'autres choses et du coup, ce sera un ajustement sur d'autres choses, mais je trouve ça hyper intéressant et je ne connaissais pas ce chiffre. C'est hyper éloquent. Et je pense que c'est bien de le connaître parce Tu qu'en keep effet, le je pense que ratio ça en remet des tête, mais je trucs crois que c'est ça. à leur place, quoi. Et ça monte à genre avant 18 ans, c'est 90% du temps. Ouais, bah oui. Ah, mais c'est une évidence en fait. Et, Mm. moi j'avoue que ça me fait peur. Hein. Ouais. Ma fille, c'est tellement, si tu veux, tellement importante dans ma vie que voilà, je redoute ça. Donc autant te dire que chaque instant que je passe, pour moi, Mm. c'est un don du ciel, tu vois, en quelque sorte. Je profite de chaque instant. Et donc ces instants, je vais pas les sacrifier. Ouais. Ok, mon business, mon chiffre d'affaires, c'est important pour offrir la vie que je veux et mener et me réaliser moi individuellement. Faut pas s'oublier en tant qu'individu. Hein. Ouais. Tu n'es pas que la maman des enfants. Je suis pas que Romain, le papa de la petite Aria. Mm. Je suis aussi moi, Romain. J'ai besoin de me réaliser. Mm. Et donc, il y a à la fois comment je vais me réaliser, mais à la fois comment je vais nourrir cette valeur importante qui Bien est sûr. le rôle du père que je veux avoir, etc. Mm. C'est un travail d'introspection qui est important. C'est propre à chacun. Ouais. Il n'y a pas de truc universel. Moi, je sais que, par exemple, aujourd'hui, ça a conditionné également mon positionnement. Il y en a beaucoup qui travaillent avec, voilà, pour les entrepreneurs qui veulent scaler, qui veulent passer 10 000 euros par mois, etc. 95% de mes clients en ont rien à foutre. Ouais. Ils veulent pas être millionnaires. Mm. Ils veulent
gagner 5-6 000 euros par mois, vivre une vie confortable, avoir du temps pour eux, profiter avec leurs enfants, partir en vacances quand ils en ont envie, et basta. Ouais, c'est ça. Tu vois, ils veulent pas d'une vie exponentielle à Dubaï, ils en ont rien à foutre de tout ça. Je veux dire, ils veulent faire comme j'ai fait ce midi, le petit barbecue avec ton enfant, la petite piscine, le truc. Tu vas à la rivière tranquille. C'est une vie de merde. Voilà. Ouais, mais en fait, tu te nourris d'autre chose, quoi. Ouais, après, le tout, c'est d'être clair sur qu'est-ce qui te nourrit, ce dont tu as besoin, et d'aller chercher ça, pas d'aller chercher le rêve de à côté, quoi. Pour moi, tu vois, l'équilibre pro-perso, c'est ça. C'est, ok, on a posé le cadre, ma fille, elle part faire la sieste, j'accepte, tu vois, d'avoir 3 minutes avec elle, elle le comprend, et elle sait que dès qu'on a fini l'enregistrement, je vais être avec elle. Le cadre est posé. Et du coup, ça crée pas de frustration, ça crée pas, si tu veux, de frein de tension ni d'un côté ni de l'autre, quoi. Ouais, c'est ça, ou de culpabilité, ou de... Ouais, et puis c'est aussi la réalité de la voie que j'ai choisie. J'ai choisi cette voie entrepreneuriale, j'ai choisi ce truc-là, et donc je lui montre le choix de vie que j'ai fait, et aussi les impacts que ça peut avoir. Ouais, dans un sens comme dans l'autre, c'est ça. Je lui montre la réalité de la vie que j'ai construite, avec tous ses avantages, aussi tous ses inconvénients. Et elle le fait, tu vois, il y a quelques temps, elle voulait s'offrir un jouet. Et je lui dis, bah écoute, il va falloir que tu génères de l'argent. Elle me dit, mais je peux pas, j'ai pas de travail. Je dis, bah il faut que tu trouves un moyen pour créer quelque chose. Elle me dit, mais oui, mais j'ai pas d'ordinateur. Et en fait, sa mère travaille en tant que thérapeute aussi, et elle est en remote. Moi, c'est pareil. Tu vois, je travaille que sur ordi. Donc pour elle, le travail, c'est l'ordinateur. Et tu vois, ça m'a fait sourire. Et comme elle a cette logique, et depuis tout petit, je lui ai expliqué comment on crée de l'argent. Ça tombe pas du ciel. Ça fait 1 an qu'elle a de l'argent de poche, qu'elle le gère à sa guise. Et donc à un moment, elle a eu une illumination. Elle me dit, je sais, papa, j'ai des jeux de société, je m'en sers plus. On va mettre une annonce sur Internet et on va les vendre. Ouais. Allez, bingo. Tu vois, moi, à 5 ans, j'entends ça, ok, bah, t'as déjà compris les quelques notions, tu vois, et donc c'est peut-être, je sais pas, hein. Je me dis qu'elle aura pas au moins ce frein comme on peut avoir sur le côté commercial, financier ou quoi que ce soit en France, parce que elle aura été sensibilisée à ça, et c'est la réalité du monde dans lequel on vit. Et clairement. Donc, autant, et tu vois, on amène ça sous forme de jeu. Bien sûr, Mais elle l'accepte, elle vit avec, et donc c'est des billes en plus. Ou en tout cas, je dis pas que c'est la recette miracle, je dis que c'est ce en quoi je crois, et que j'aurais fait du mieux pour lui transmettre, et qu'elle aura l'option, elle aussi, plus tard, soit de changer ça, soit de prendre une autre voie, ou de suivre son chemin, et moi je l'encouragerai là-dedans. En tout cas, j'ai fait, comme tous les parents, du mieux que je peux avec mon système de valeurs, ce que je pense être bon pour elle, et je serai allé à fond là-dedans. Et déjà, c'est assez avancé comme modèle d'y réfléchir, de savoir quel est son système et comment est-ce qu'on y répond, etc. Donc, en soi, c'est déjà une manière d'être parent qui, moi, me parle parce que j'ai la même logique. Et je pense qu'on est plein de parents entrepreneurs à expliquer à nos enfants, de toute façon, il n'y a pas 50 solutions pour avoir de l'argent. Donc, ça, tu reprends des trucs que tu as déjà. Soit il va falloir aller en chercher. Comment est-ce que tu vas en chercher? On arrive à la fin de cet épisode. Toi qui nous écoutes, tu peux retrouver tous les liens pour joindre Romain sous la description de cet épisode. Si tu as aimé cet épisode aujourd'hui et que tu penses que ça peut aider ou inspirer quelqu'un, partage ça autour de toi, que ce soit en story sur LinkedIn ou au prochain apéro, on en parlait avec tes voisins, tes amis, etc. C'est la saison au moment où on enregistre cet épisode, donc n'hésite surtout pas. Merci beaucoup, Romain, d'être venu me parler d'Antuba. Merci à toi pour l'invitation. Plaisir de partager tout ça. Avec grand plaisir. Merci. Merci pour ton écoute. Tu as aimé cet épisode ? Si tu veux promouvoir Tuba, la meilleure façon de le faire, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Tu peux t'abonner pour ne pas rater les prochains épisodes et partager celui-ci avec d'autres entrepreneurs à qui il pourrait être utile. Si tu veux me faire un retour direct, retrouve les liens pour me contacter en description de l'épisode. On se retrouve la semaine prochaine.